Le site enchanteur qu'est le petit village de Fredericksburg est l'un des secrets les moins bien gardés du Québec. Campé au pied du mont Pinacle, ses attraits naturels sont multiples. Le cœur du village bat au rythme de la rivière aux Brochets qui le serpente. Et les vergers qui l'entourent offrent un spectacle éblouissant. Les charmes de Fredericksburg ont même conquis le cœur de notre ancien premier ministre du Québec, Joseph Adélard Godbout. D'ailleurs, sa maison règne toujours sur les magnifiques panoramas qui entourent le village. Je m'appelle Nicolas Bryan, je suis un étudiant à l'Université McGill à Fredericksburg. On se sent presque perdu dans un petit local très privé, très spécial. Et c'est ce que c'est, en effet, un petit paradis. Je me nomme Françoise Bardot. Je suis agricultrice. J'ai une ferme ici, tout proche de Fredericksburg, du village. Ça a été un projet de demi-retraite. Et les gens qui sont ici sont passionnés et on se fait prendre un autre jeu. Jacques Lejeunesse, artiste peintre. Et également gitan, c'est-à-dire que j'ai un gîte à Fredericksburg. Je m'appelle Anne-Lise Gasser. Fredericksburg est un coup de cœur pour moi. C'est que quand je suis à Fredericksburg, il y a une paix qui s'installe en moi. Le village, au départ, moi, je le trouve très feng shui, dans le sens que, contrairement à certains autres villages où la route passe tout droit, ici, tout est en courbe. C'est plein de vallées, il y a des vues panoramiques absolument incroyables. La région des Cantons de l'Est s'appuie sur les contreforts des Appalaches. Bordée par les États américains du Vermont, du New Hampshire et du Maine, son paysage particulièrement vallonné accueille plusieurs lacs, dont les célèbres Mamfrémagog et Massawippi. Le village pittoresque de Fredericksburg se situe à quelques kilomètres à peine de la frontière canado-américaine et à une centaine de kilomètres de Montréal. On y comptait un peu plus de 1000 habitants au dernier recensement. Ce qu'on sait à propos de Fredericksburg, c'est que en 1748, il y a une seigneurie qui a été concédée qui s'appelait la seigneurie de Saint-Armand. Ça n'a rien donné à ce moment-là, finalement. Personne n'est venu dans la région. Et il faut aller après la conquête en 1791, au moment où l'administration britannique veut favoriser l'implantation d'anglo-saxons dans la région aussi. Et le premier qui arrive ici, c'est un dénommé Gibson, qui est un Américain. Quand je regarde le village, je regarde les cartes, ça m'apparaît un petit noyau villageois au fond d'une cuvette, puisqu'on est dans une vallée, avec au centre une sorte de toile d'araignée de laquelle partent plusieurs routes, finalement. Et à ces routes, il faut ajouter la rivière aux Brochets, qui est évidemment un axe important. Moi, j'estime que Fredericksburg est un des plus beaux villages du Québec et j'en suis personnellement convaincu à cause de son charme général. Et ce charme général qu'il dégage, c'est à cause de qualités qui lui sont très particulières. Qualités cytologiques, c'est-à-dire ses particularités géographiques, le fait d'être au fond d'une cuvette particulièrement, le fait qu'il a des visages multiples, qu'on se déplace d'un chemin à un autre, et la qualité de son architecture, mais je dirais la qualité de certains édifices, principalement publics, dont on retrouve peu d'exemples dans tous les cantons de l'Est. C'est des bâtiments qui, pris individuellement, sont exceptionnels et qu'on retrouve ici regroupés sous différents noyaux. Et évidemment, son moulin, qui est son attrait principal. On retrouve peu de moulins aussi bien conservés dans toute la région des cantons de l'Est. Je m'appelle Diane Dupuis et ça fait 36 ans que je suis à Fredericksburg. On fait de la pommiculture, on fait de la transformation de la pomme. Ici, c'est notre premier verger acquis en 1977. Il y avait à peu près, je dirais, 10 à 15 000 pommiers. Maintenant, on n'est pas loin de 45 000 pommiers.
Comme aventure, je pensais pas que ça allait devenir si grand, mais je vois qu'aujourd'hui, des fois, l'aventure nous mène très loin. Il y a tant de vergers à Frelighsburg parce que le sol s'y prête bien et c'est une région aussi un peu montagneuse et ça prend ça pour faire de si beaux pommiers. Quand je marche dans mes vergers pour le plaisir, je me trouve très chanceuse. Pour moi, c'est un vrai paradis. Quand je pense à tous les gens qui n'ont pas d'espace dans leur vie. Nous, on a de grandes étendues et si le paradis n'est pas sur terre, bien, ce petit bout, ces petits pas dans mon verger me fait prendre conscience que le bonheur existe sur la terre. J'ai lancé un projet dans le village, planter un pommier. L'idée m'est venue. Un jour, mon mari revient de l'Ontario avec un voyage de pommes, puis il me dit « Diane, j'ai vu assez un beau petit village, puis il y a un pommier fleuri par maison. » Fait que l'idée a germé dans ma tête. Et en 98, on a donné un samedi matin un pommier par villageois. Les gens les ont plantés eux-mêmes avec des feuilles explicatives de la façon de les planter et l'engrais nécessaire pour la première année. Si un jour je m'éloigne de mes pommes, je veux rester dans la même région. Je trouve ça trop beau, je trouve ça sympathique. Je voudrais pas changer mon petit village. On est dans le noyau protestant de Frelighsburg. On voit l'hôtel de ville actuel qui aurait été construit en 1860. C'est un édifice à 2 étages et demi, en fait, en bois. Son revêtement est en tôle embossée. Et on voit que c'est 2 quarts de bâtiment qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Il faut admirer, en fait, la façade principale qui est juste derrière moi, avec une sorte de grande fenêtre au centre, au 2e étage, qui fait penser un peu à ce qu'on appelle les fenêtres palladiennes. En réalité, avec les 2 versants de toit, puis les coins, les chaînages en tôle embossée avec un fini bosselé, on a l'impression un peu de la suggestion d'un temple grec, avec les grandes surfaces murales qui, elles, ont un fini vermiculé. On est à côté de l'hôtel de ville et on voit derrière moi un édifice assez important ici à Frelighsburg, qui est l'ancienne école protestante, construite, on pense, autour de 1855-1860. C'est un bâtiment, évidemment, qui est plus d'inspiration anglo-saxonne, peut-être américaine, typiquement en briques. C'est ce qu'on appelle le volume classique anglais, 2 étages coiffés d'un toit à 2 versants. Et il a subi quelques modifications. Il y avait une tourelle, semble-t-il, qui n'est plus là. Il y a encore un clocheton sur le toit. Et les fenêtres sont surmontées d'arcs de décharge. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est son solage en gros granit. On observe ça dans plusieurs édifices ici à Frelighsburg. Et l'entrée, évidemment, qui est une sorte de porche intérieure, une caractéristique architecturale qui est absolument pas fréquente. Aujourd'hui, l'édifice a été converti en centre d'art et centre culturel à des fins, donc, communautaires. Le mont Pinacle est l'une des dernières montagnes qui ne soit pas encore développée dans les cantons de l'Est. On y retrouve un important sentier pédestre. Si certains le parcourent à dos de cheval, Micheline Langto, elle, préfère tout bonnement s'y balader à pied. La comédienne qui réside à Frelighsburg depuis sa tendre enfance connaît bien le mont Pinacle. Oui, le mont Pinacle, je le connais bien. Je le connais vraiment comme ma poche. C'est une montagne extrêmement conviviale. C'est une érablière mur à mur. Contrairement aux Laurentides, c'est pas du sapinage, c'est vraiment de l'érable partout. Alors, les airs sont très dégagés, les bois sont assez ouverts, on peut se promener à peu près partout. Mais ce havre de paix était menacé par des visées spéculatives il n'y a pas si longtemps de cela. Il y avait un projet de centre de ski privé avec 3 télésièges quadruples. Écoute, il y a 800 mètres de dénivellation. Il n'y a même pas de quoi descendre en train de sauvage, ça va pas assez vite. Là. On le sait, on l'a essayé. Il y avait 350 unités de condos de luxe. Il y avait un golf privé. Là, la bataille a pogné. C'est-à-dire qu'on a commencé à monter aux barricades, littéralement. Pour contrer ce projet,
certains résidents se sont unis afin de fonder une fiducie. En achetant des terres et en obtenant des servitudes de la part de plusieurs propriétaires fonciers, ils protégeaient ainsi leurs montagnes. On s'est rendu compte que c'était une excellente façon d'essayer de protéger des zones, des régions sur lesquelles il y avait une très, très forte pression à la spéculation. Et c'est, pour moi, une grosse réussite parce que c'est vraiment, on y est arrivé tout seul. On a récolté l'argent chez les membres, avec des dîners bénéfices, avec des trucs, en pédalant partout. Moi, j'ai fait imprimer des T-shirts, on a vendu des T-shirts, tu sais, pour essayer de récolter l'argent pour acheter la terre. C'est ce que les citoyens peuvent faire quand ils se mettent ensemble, c'est ça, c'est la fiducie. On ne peut pas dire qu'on a été aidé par le gouvernement. On est à côté de la raison d'être de Fredericksburg. C'est la rivière au Brochet qui subit une forte dénivellation ici. Donc, elle produit un bon courant. Et c'est ce courant-là, avec les chutes qu'on voit derrière, qui ont alimenté à l'origine le premier moulin. Le premier moulin qui a été construit en 1790, semble-t-il, par un dénommé Owens. Et c'est un Américain du nom de Abraham Frelick, donc Fredericksburg, qui, lui, l'a acheté par la suite et qui, en 1839, le donne à son garçon. Et son garçon, qui trouve évidemment que l'installation a beaucoup de potentiel, fait construire le moulin actuel, donc un moulin de 1839 en maçonnerie. Si on regarde la construction du moulin, il suffit de regarder sa maçonnerie pour se rendre compte que c'est un édifice, en fait, essentiellement fonctionnel. On ne s'est pas préoccupé de savoir s'il fallait qu'il soit décoratif. On n'a donc pas de pierres particulières, taillées ou autres. C'est un assemblage de pierres de forme irrégulière, des granites, des moellons, de la pierre des champs, un mélange, quoi. Par chance, une famille de Montréal a fait l'acquisition du moulin il y a plusieurs années et elle a décidé de mettre en valeur le site. Il est donc admirablement protégé et conservé. Les gens sont conscients de vivre dans un paradis ici, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'on a beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de bénévolat qui se fait ici en région. Alors, on se voit beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges. Nous sommes aussi très fiers de notre côté culturel. À tous les ans, et cette année, c'est la 9e année de Festivar, c'est une galerie à plein air où quelques 130 peintres exposent des peintures et on pourrait dire que tous les membres du village sont des bénévoles parce qu'ils ouvrent leur parterre et leur galerie aux artistes qui y exposent leurs œuvres. Je partage mon amour des cantons de l'Est avec ma peinture. Oui, je veux faire partager ça aux gens. C'est quand même assez unique, la vue qu'on a des cantons de l'Est. Ici, on se sent plus cocooning, je dirais. Puis les gens sont très sympathiques. Il y a une très belle qualité de vie. Et on voit tout le monde participer. Si c'est travailler sur le comité organisateur toute l'année longue ou bien juste participer la fin de semaine même en apportant un jus ou un café à l'artiste qui est sur la pelouse. Je pense que c'est cette fin de semaine-là de Festivar qu'on voit que tout le village se réunit et travaille ensemble pour un bon projet. Le Festivar, à l'automne, attire 20 000 personnes maintenant, sur 2 jours. Et il faut arriver à donner le goût aux gens de revenir un petit peu plus longtemps, d'autres fois, plutôt que juste à un événement. On a beaucoup d'artistes autour de nous, alors il faut en profiter. Ce qui complète le noyau institutionnel protestant, c'est l'église qu'on voit derrière moi ici, construite en 1880. C'est donc l'une des premières églises. Et c'est l'église anglicane qui a été réalisée dans le style néo-gothique. Ce qui caractérise en fait le style gothique, dans le cas présent, c'est une construction en briques dont les ouvertures sont dominées par un motif qui est l'arc d'ogive qu'on retrouve toujours dans la partie supérieure.
C'est un édifice relativement simple. Il y a une nef centrale. Et quelques années après la construction du corps principal, soit en 1880, on a ajouté le clocher et la tour qui sont sur le côté. C'est donc une sorte de clocher poche, si on veut, mais placé sur le côté, tel qu'on le voit dans la campagne anglaise. On voit encore ce type d'architecture. La toiture a conservé son revêtement d'origine en ardoise. L'ardoise est un matériau qu'on a utilisé ici dans la région. Il y a quelques immeubles ici à Fredericksburg qui l'ont conservé, mais pas beaucoup. Et ici, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'on retrouve l'ensemble de cette toiture avec son matériau d'origine. Autre détail intéressant au niveau des matériaux, c'est de se rendre compte qu'on a voulu découper, en fait, ou souligner le pourtour des ouvertures en utilisant une brique plutôt de couleur jaune, par opposition à la brique rouge qui est utilisée pour l'ensemble des surfaces. Ce qui complète avantageusement le site, c'est le cimetière qui est derrière l'église. Alors, ça fait au total un site qui est tout à fait magnifique. On est ici au centre du noyau institutionnel catholique. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la marée canadienne-française s'est propagée dans toute la région à partir de la vallée du Saint-Laurent. On a donc une église érigée en 1883, un presbytère érigé quelques années après, 1887. Les deux sont dans le style néo-gothique fin de la période victorienne, en briques rouges. Et on a aussi à ça un couvent qui s'est ajouté en 1914. Pourquoi un habillage néo-gothique? Peut-être simplement une sorte d'influence de la région, une sorte de volonté de se marier un peu au milieu qui est déjà fortement influencé par une communauté anglo-saxonne. Si le couvent a déjà accueilli plusieurs religieuses, sa vocation a bien changé. Ses murs abritent maintenant de bien jeunes âmes. Nancy Beauvais, je suis enseignante à l'école Saint-François d'Assise à Fredericksburg. Quand je suis arrivée ici, je suis tombée comme en amour avec l'école. Tu regardes l'école, tu la trouves tellement belle, tu la sens chaleureuse, accueillante. Je me suis dit, un jour, c'est ici que j'aimerais travailler. Fait que là, cette année, j'ai la chance d'être ici pour 1 an. J'espère avoir la chance de revenir. Ce que j'aime le plus à l'école, je pense, c'est la magie ou la lumière que tu vois dans les yeux des enfants. Ils sont émerveillés. Ils ont une soif de vivre ou d'apprendre. Puis ça donne ton énergie à toi pour pouvoir fonctionner. C'est très rare que je vais me lever puis que j'aurai pas le goût de venir à l'école. Tu sais, je suis comme boostée, là. Je sens que c'est important pour eux autres qu'on soit là. Fait que c'est comme ma raison de vivre, là, en quelque part. La différence dans une école de village par rapport aux écoles de ville, je dis pas que c'est complètement différent, c'est un milieu différent. Le fait qu'on a moins d'élèves dans les classes te donne une chance d'avoir une relation beaucoup plus étroite. Et puis aussi, on a la chance de pouvoir suivre l'élève de plus proche puis d'adapter notre enseignement. Tu sais, moi, je connais les élèves de tous les autres niveaux, pas juste les miens, là, vu que c'est petit, là, c'est familial. Fait que je pense qu'en quelque part, c'est une richesse qu'on a ici qui est importante. Puis même les liens entre les élèves, là, il y a beaucoup d'entraide. Comme moi, les miens, ils vont aider les jeunes de la maternelle sur l'heure du midi, puis ils ne se sentent pas obligés, ils ont le goût, là. Fait que tu sais, tu as des échanges qui peuvent se faire facilement, le fait qu'on n'est pas beaucoup. Par contre, c'est sûr qu'en étant dans une petite école, on a moins de ressources, comme le temps d'orthopédagogue, mais on a moins. On a un souci aussi de la nature, c'est très important. Fait qu'on va faire la plantation des arbres qui va aider à empêcher de l'érosion. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les élèves parce qu'on va adopter notre cours d'eau. On va adopter la rivière au Brochet. C'est-à-dire qu'on va s'engager à en prendre soin, se responsabiliser face à la pollution. Et on va aller planter des arbres pour éviter l'érosion. Et vous savez le voyage que la goutte d'eau va faire en partant de la rivière au Brochet? Bon,
Alors, ce que vous faites, dites-vous que ça a des répercussions très loin. Et si ça permet à la baie Missisquoi d'être belle, ben tant mieux, vous aurez fait votre part. On va demander que nos gouvernements en fassent autant. On est responsable de nos actes. Même si on est un jeune enfant, on peut avoir un impact sur l'environnement. Fait que donc, on s'est dit en tant qu'équipe école que c'est important de les sensibiliser tout jeunes pour plus tard. On a derrière moi ce qui m'apparaît être la maison la plus exceptionnelle retrouvée ici à Fredericksburg. C'est un bâtiment qui a été construit, d'après ce qu'on sait, en 1860. C'est une grosse maison bourgeoise, en pierre, 2 étages, avec un toit à 2 versants, puis une sorte de galerie sur 2 étages en façade. Le matériau est exceptionnel ici pour la région. C'est du granit. Autre élément distinctif du bâtiment, et chose très importante, c'est son porche d'entrée qui sert en même temps de galerie en façade, qui est sur 2 niveaux avec un fronton triangulaire. C'est manifestement une influence du classicisme grec à laquelle s'ajoutent les colonnes qui retiennent ces galeries-là et le porche au rez-de-chaussée. Ces colonnes qui sont en fait des pilastres d'ordre dorique, un ordre qui est fréquemment utilisé par ce courant grec du milieu 19e siècle. Cette influence du classicisme grec provient en fait des Américains et elle s'explique bien simplement. C'est que la jeune République américaine, à l'époque, au 19e siècle, avait besoin de s'identifier à un idéal de démocratie. Cet idéal de démocratie, pour eux, c'était celui de la Grèce antique. Oui, je suis très fière. Et je trouve que Fredericksburg, pour moi, c'est ma patrie. C'est ici que je m'installe pour les 50 prochaines années de ma vie. Ce serait difficile pour moi de quitter Fredericksburg. Peut-être quand je serai très vieux, où je serai plus capable d'entretenir ma maison. Et encore une fois, encore là, j'aimerais trouver un petit coin à Fredericksburg encore. Oui. Je suis tellement bien ici à Fredericksburg et je me vois rester ici longtemps. C'est une superbe place pour avoir une famille. Le village, il est quand même très fragile. Si on n'y a pas un équilibre avec suffisamment de jeunes couples qui ont des enfants pour maintenir, par exemple, une école ouverte, maintenir également une certaine activité commerciale minimale et qui peut très bien s'organiser dans la structure telle qu'elle est, mais un village comme ça, il pourrait disparaître. Si j'avais un souhait pour Fredericksburg, je pense que ça serait que ça ne change pas radicalement dans le proche futur. Oui, ça prend des touristes. Je souhaite que le village accueille les gens, mais je ne veux pas que ça soit développé comme certains villages que l'on connaît, qui se sont développés un peu trop et qui s'est rendu comme au centre-ville de Montréal.